Bonjour et bienvenue à tous. Pouvez-vous imaginer que vous avez atteint le sommet de votre carrière sportive pour voir ensuite que toute l'estime et tout l'amour qu'on avait pour vous s'envolent parce que vous auriez triché? Triche, avantage injuste, non-respect du règlement, voire même dopage. Avec des tranquillisants ou des stimulants selon l'occasion, la personne et le jeu. Installez-vous bien, voici aujourd'hui 10 sportifs surpris en train de tricher. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Roberto Rojas. Qu'est-ce que les joueurs ne feraient pas pour aider leur équipe? Voici un étrange cas de sacrifice qui arriva en septembre 1989 lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe du Chili perdait 0-1 contre l'équipe du Brésil. Il restait 25 minutes avant le coup de sifflet final, quand tout à coup, une fusée éclairante fut jetée depuis la tribune des supporters du Brésil et atterrit sur le terrain, à côté du gardien chilien Roberto Rojas. Le footballeur s'écroula immédiatement sur la pelouse en se tenant la tête, et ses coéquipiers se précipitèrent vers lui. Résultat, Rojas fut sorti du terrain avec ses coupures profondes sur le visage et le capitaine de l'équipe du Chili annonça que son équipe ne reviendrait pas sur le terrain pour cause de sécurité insuffisante. Il devait logiquement s'ensuivre que les Chiliens obtiennent une victoire technique et arrivent directement à la Coupe du Monde. Cependant, après avoir vu la rediffusion, les arbitres commencèrent à douter de l'honnêteté de Rojas. Plus tard, on découvrit que le goal s'était infligé lui-même ses coupures avec un scalpel qu'il avait caché dans son gant. Pour avoir feint à une blessure grave, la FIFA accorda au Brésil la victoire technique 2-0 lors du match. Rojas fut suspendu à vie et l'équipe nationale du Chili fut interdite de participer à la Coupe du Monde de 1994. Cependant, en 2001, et après les excuses de Rojas, la FIFA retira la sanction de celui-ci. De nos jours, il travaille comme entraîneur de gardien de but dans l'équipe brésilienne Sport Club do Recife. En espérant qu'il ne les forme pas aussi à la chirurgie faciale. Rosie Ruiz. Imaginez qu'une athlète inconnue arrive dans la ville et remporte contre toute attente le marathon avec en prime l'un des meilleurs résultats féminins de l'histoire du marathon de tous les temps. Vous penserez peut-être qu'il s'agit d'une personne talentueuse qui, jusqu'à présent, était restée cachée. Eh bien non. Rosie Ruiz a couru le marathon de Boston avec le temps record de 2h31 minutes et 56 secondes. Et à la ligne d'arrivée, elle avait l'air très en forme pour quelqu'un qui venait de parcourir une si grande distance. De plus, elle apparaissait vaguement dans les détails du parcours et ni les juges ni les autres coureurs ne se souvenaient d'elle parmi les leaders. Un peu étrange, n'est-ce pas? Tout devint clair grâce à 2 témoins qui déclarèrent que Ruiz était sortie de derrière la foule pour rejoindre la course à seulement 1 km de la ligne d'arrivée. D'autres se souvinrent avoir vu la coureuse dans le métro, moyen qui l'aida à parcourir la majeure partie du marathon. Toujours est-il que Rosie fut logiquement disqualifiée. Maintenant, les organisateurs de marathon utilisent des puces contenant des transpondeurs miniatures pour suivre les coureurs. Les tricheurs peuvent remercier Madame Ruiz. Lance Armstrong. Il avait tellement de mérite au cyclisme qu'on le connaissait au moins de nom et de sport, même sans s'intéresser le moins du monde au cyclisme. 7 fois vainqueur du Tour de France, il était au sommet du cyclisme à une époque. Il prit même sa retraite en 2013 et même à l'époque on ignorait toujours que c'était un tricheur. Or, il semble que cette chance de ne pas être pris avait elle aussi pris sa retraite avec lui car peu de temps après, on entama une enquête qui mit en lumière tout un système de dopage en arrière-plan. Une substance créée spécialement pour être indétectable par les contrôles de cette époque-là. Cette enquête mit en avant des preuves si évidentes que le fait de nier cela serait absurde. C'est pourquoi il accorda cette interview à Oprah essentiellement pour dire que tout était vrai. Puisque vous ne pouvez plus reculer, il ne vous reste plus qu'à attaquer. Il ira jusqu'à reconnaître qu'il était humainement impossible de gagner 7 fois le Tour de France sans se doper. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de dépassement personnel, mais une question de dépassement humain. Ce ne sont alors pas vos réalisations, mais celles de la biologie et de la chimie dans tous les cas. Peut-être qu'il reste quelques vestiges de cela, mais de nos jours, à la suite de son histoire, le contrôle est beaucoup plus sévère. Un détail que lui-même reconnut quand on lui demanda s'il ne se sentait pas mal de l'avoir fait. D'après lui, non, il n'avait pas eu l'impression qu'il trichait car les autres le faisaient aussi. Pouah, que de révélations. On a fini par lui retirer les médailles et lui interdire les compétitions professionnelles. J'imagine qu'on n'a pas pu toucher à l'argent qu'il avait gagné durant le parcours grâce à sa célébrité. Ainsi, bon, je suis sûr qu'il ne se sent pas si mal.
Il y a même des personnes qui continuent à le défendre ou pire qui affirment que le fait d'avoir dit la vérité est une autre preuve de son génie. S'il avait avoué en décrochant la 7e médaille, on le croirait encore. Mais plusieurs années plus tard, alors qu'il avait déjà pris sa retraite et qu'on l'avait coincé, c'est comme s'il avait perdu un peu de sa superbe. Sylvester Carmouche. Travailler un peu et être surtout culotté est une bonne manière de gagner. Sylvester Carmouche avait ces deux qualités et en profita pour gagner sur l'hippodrome en 1990. Ce jour-là, il faisait très sombre. Il y avait un épais brouillard qui rendait le rythme de la course difficile à suivre. Malgré cela, elle ne fut pas suspendue. Le fait est que lors de cette course-là, Sylvester dépassa largement ses coéquipiers et gagna. En fait, il était tellement rapide que même les autres jockeys ne l'ont pas vu passer. Bizarre. Il n'eut pas besoin de creuser beaucoup pour se rendre compte qu'il n'avait pas fait le tour et qu'il n'avait même pas traversé l'hippodrome par le milieu. En gros, il n'avait pas bougé. Il s'était caché dans le brouillard à un coin de la piste et, après qu'ils eurent fait le premier tour, il attendit un peu et sortit au bon moment pour gagner. Dans les enregistrements de cette course-là, on pouvait voir que pendant le premier tour, il y avait 8 chevaux et qu'à la fin, les 9 étaient là. Or, bien que le brouillard les cachait durant le premier tour, le vétérinaire constata que le cheval était tout frais, très détendu et tout propre. C'est à peine s'il était couvert de boue. Je ne sais pas si ça valait le coup pour Carmouche, car lorsqu'on apprit cela, on le chassa de la compétition. S'il voulait retourner sur l'hippodrome, il devait attendre rien qu'une dizaine d'années. Il aurait mieux fait de participer et de perdre comme il en avait l'habitude. En moyenne, il gagnait 1 fois sur 10. C'est-à-dire qu'en 53 fois, il n'avait remporté que 5 courses. Du coup, ça n'aurait pas changé grand-chose. Les Jeux paralympiques. Les athlètes paralympiques sont classés en fonction de leur handicap. Certains sports ne peuvent être pratiqués seulement par des sportifs étant en fauteuil roulant ou ayant un handicap mental. C'est le cas du basket. Cela nous amène à un des plus grands scandales du sport, l'équipe d'Espagne de basket aux Jeux paralympiques de 2000. Lors de l'édition des Jeux paralympiques de 2000, l'équipe nationale d'Espagne est devenue championne paralympique de basket juste l'espace de quelques semaines. Nous sommes à Sydney, en octobre 2000. L'équipe d'Espagne de basket vient de remporter tous ses matchs. En finale, elle affronte l'équipe redoutable de la Russie, considérée comme une des meilleures du monde. L'équipe des Espagnols remporte le match 87-63. La bannière espagnole est brandie, les joueurs sont heureux. Marca, quotidien sportif espagnol, publie alors la photo des vainqueurs. Seul problème, certains lecteurs ont reconnu des joueurs et ils ont assuré que la plupart n'étaient pas handicapés. Après enquête, le comité paralympique a découvert que 10 des 12 joueurs de l'équipe n'étaient pas handicapés du tout. Pour être qualifié comme handicapé mental selon le comité paralympique, il fallait avoir un QI de moins de 70. Certes, 2 personnes avec un QI de moins de 70 se trouvaient bien dans la sélection espagnole, mais elles ne furent pratiquement pas sollicitées sur le terrain. Fait anecdotique, alors que l'Espagne écrasait la Chine de 30 points lors d'un match de poule, l'entraîneur de l'Espagne a déclaré pendant un temps mort « Les gars, baissez le rythme ou ils vont vraiment se demander si vous êtes handicapé ». Suite à ce scandale, l'Espagne a vu sa médaille retirée. Les dirigeants du comité paralympique d'Espagne démissionnèrent, l'équipe nationale fut disqualifiée et ce sont les joueurs de basketball de l'équipe nationale russe qui remportèrent le match lors des Jeux paralympiques de Sydney de 2000. Les handicapés mentaux n'ont plus eu le droit de participer aux Olympiades paralympiques. Le comité international paralympique ayant déclaré qu'il était trop difficile de détecter un handicap comme celui-ci jusqu'aux Jeux de Londres en 2012. Preuve que la bêtise des uns fait le malheur des autres. Tonya Harding. Ceci est déjà à un niveau supérieur pour gagner. Il ne s'agit pas de tricher pour avoir des avantages dans la compétition, mais d'éliminer directement ses concurrents. C'est ce qu'on essaya de faire avec Nancy Kerrigan au début de l'année 1994. Nancy et Tonya Harding étaient les 2 favorites pour gagner la compétition de patinage artistique. Cependant, il y avait quelqu'un qui n'était pas très confiant dans les possibilités de l'une d'elles et voulait s'assurer qu'elle gagne. Le mari de Tonya et un ami à lui engagèrent une brute pour casser la jambe de Nancy. Des années plus tard, ce voyou avoua qu'au début, le mari lui avait demandé de lui couper le tendon d'Achille. Or, il avait dit qu'il ne ferait pas une telle chose. Ainsi, en mettant au point les détails, il convinrent qu'il lui casserait uniquement la jambe, chose qu'il accepta de faire. Le jour de l'attaque, Nancy et Tonya s'entraînaient à Détroit. C'était une séance filmée car c'était la dernière avant la compétition et grâce à cela, on put visualiser les secondes qui précédèrent l'attaque. On put voir Nancy s'entraîner, quitter la piste et juste après, ce qui devait arriver arriva.
Le voyou surgit d'un coin, lui assena un coup avec un bâton et sortit en courant, si nerveux qu'il percuta une porte vitrée. Malgré cela, il se reprit et s'enfuit, mais pas pour longtemps. Pas de tendon d'Achille ni d'os cassé. La douleur était grande, mais pire, c'était la peur de l'attaque et du fait que cela pouvait se reproduire. De toute façon, bien qu'elle n'eût rien de cassé, Nancy ne participa pas au championnat national et ce fut Tonya qui le remporta. L'attaque était censée aussi éloigner Nancy des Jeux Olympiques, sauf qu'à ce moment-là, elle était déjà rétablie et elle termina 2e et remporta la médaille d'argent alors que Tonya termina seulement 8e. Il y a 14 jambes à casser quand vous êtes 8e, et ça fait beaucoup de jambes. À la fin, bien sûr, la vérité éclata. On arrêta le mari, l'ami, le voyou qui avait été payé 7000 $ pour commettre l'attaque. Tonya ne fut pas épargnée non plus. Le titre qu'elle avait gagné lui fut retiré et elle devint une paria. Elle ne put même pas participer à la compétition car on l'avait bannie et même si on l'avait laissée, personne n'aurait voulu être avec elle. Alors, laquelle de ces histoires vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!